Un chef-d'œuvre n'est pas un lent surgissement de la raison. Je ne crois pas que le futur ait un goût plus sûr que le présent. Les Grecs ont donné tous les prix à Sophocle de son vivant. C'est une prétention du commentaire que cette idée que lui seul serait apte à reconnaître le chef-d'œuvre. Comment cela servirait à panser l'orgueil blessé de ceux qui n'ont pas pu créer? Bah, les raisons. De même que les origines d'un chef-d'œuvre sont moins passionnantes que le chef-d'œuvre, de même, les raisons qui font certains le peser et le repeser dans leur balance pour prouver qu'ils ne sont pas dupes. Les lecteurs sérieux ont des perspicacités immédiates et des enthousiasmes partiaux. Le recul pour juger n'est pas une question de temps, mais de finesse et, disons-le, d'amour. S'en remettre à la postérité, c'est donner trop de privilèges à la mort. Je dirais qu'à chaque fois, on sait tout de suite ou presque. 5 ans avant Ulysse, ceux qui savent lire littérairement avaient reconnu le grand talent de James Joyce. Si son deuxième livre, Le portrait de l'artiste en jeune homme, qui date de 1916, a été maltraité par la critique, un homme a signalé que venait d'apparaître un auteur hardiment expérimental, H. G. Wells, le très célèbre et donc très généreux auteur de La guerre des mondes, L'homme invisible et L'île du docteur Moreau, qui n'avait aucun besoin de soutenir les jeunes gens pour sa gloire. C'était dans The New Republic, le 10 mars 1917. Les premiers livres de Proust se sont mal vendus, mais un nombre conséquent de lecteurs a compris qu'il se passait quelque chose. On voit dans le journal d'un attaché d'ambassade de Paul Morand, qui date de 1948, que dès 1916, alors que n'avait paru que du côté de chez Swann, on savait dans la littérature que Marcel Proust était un auteur plus qu'important. Dans Proust au Majestic, sur sa dernière sortie mondaine, c'était une fête donnée par des mécènes anglais en l'honneur de Stravinsky en 1922, on voit qu'il était connu en Angleterre alors qu'il n'était pas encore traduit. Le chef-d'œuvre est tellement retentissant, même si c'est dans un petit milieu, parce que c'est dans un petit milieu, qu'il provoque parfois des scandales et notoriété immédiate. L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Évidemment, s'il fait scandale, c'est qu'on l'a réduit à son sujet. Tous ceux qui ne l'ont pas lu et ne le liront pas peuvent bien moralement manifester leur prétendu dégoût, qui n'est que l'irritation que leur communique toute nouveauté. Même en l'absence d'éclat, on sait qu'il est apparu un talent singulier, bizarre, déroutant. Les entêtés de la littérature font tout pour que ce livre soit traité selon son rang. Un chef-d'œuvre est un fracas. Seulement, c'est le fracas d'une fleur. Les amateurs de méga-camions ne le remarquent pas. Certains méga-camions sont très beaux sur une longue route plate en plein soleil. Quel que soit le nombre de ceux qui ont vu la fleur, son exceptionnalité est indéniable. Le chef-d'œuvre se constate. La jalousie ne lui applique peut-être pas immédiatement le mot de chef-d'œuvre, mais les jaloux ne peuvent pas empêcher qu'il soit éclos. Leur jalousie en est d'ailleurs un produit parasitaire. Et puis les jaloux. Il y a les amoureux. Leurs yeux enchantés ayant vu, la bouche éjacule le mot. Chef-d'œuvre est un cri maladroit de bonheur.